Alors j'aimerais qu'on en apprenne un peu plus sur ton parcours, car tu as une histoire incroyable. Tu es une sorte de légende de l'aventure entrepreneuriale. Alors Simon, je te propose de commencer par l'interview Backstory. Simon, le but de cette interview est très simple. Je te donne des éléments de ta bio. Une ta bio qui a été écrite par notre stagiaire de 3e, qui est très connu maintenant. Tout le monde essaye de le débaucher. Donc parfois, ça va être vrai, parfois c'est faux. À toi de me dire si c'est correct ou si c'est une bêtise. Parfait. T'es prêt, Simon? Prêt. C'est parti. Alors Simon, tu es né en 1984 à Paris. Ton papa est photographe de mode et ta maman styliste. Absolument, ouais. Donc, c'était pas tout à fait déjà le milieu de l'entrepreneuriat. C'était pas l'entrepreneuriat au sens propre, mais mes parents ont une deuxième vie. Ils étaient artistes à Paris, et puis après on a fait le tour du monde en bateau pendant 3 ans. Et quand on est revenu en France, ils ont monté un business de meubles en bois, d'extérieur et de luxe. Et ils ont été entrepreneurs de PME pendant une vingtaine d'années. Donc j'ai quand même eu ce modèle-là, si tu veux, devant moi, mais effectivement, mes parents n'étaient pas capitaines d'industrie ou entrepreneurs dès le début, quoi. Alors, bonne transition, tu as quasiment spoilé la question d'après. Donc, à 5 ans, tu pars faire le tour du monde en bateau avec tes parents. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. Mon père était obsédé par la navigation, par les récits de croisière, par moitossier. Il a fait 2 fois l'Atlantique sur des petits rafios avec mon grand-père et un ami. Et après, il a passé 6 ans à construire lui-même un bateau. À l'île de Ré, de ses petites à mains. 5 ans, est-ce que tu en gardes encore des souvenirs de ce tour du monde? Plein de souvenirs, ouais. Plein de Étonnamment, souvenirs. ça a vraiment marqué ma mémoire très fortement. J'avais entre 6 ans quand on est parti, 10 ans retour. Ah donc c'était un tour du monde de 4 ans en fait? 3 ans et demi, ouais. Waouh. Je me rappelle comme si c'était hier. Ah ouais, c'est fou. Et alors de quel pays tu pourrais nous parler? Quel est le pays qui t'a le plus marqué? Pendant ces 3 ans et demi, on a passé 1 an dans une île des Caraïbes qui s'appelle Tobago, qui est connue pour avoir un des carnavals les plus extraordinaires au monde. Et on est arrivé d'Europe en traversant en pleine semaine du carnaval, donc c'était incroyable. Et 1 an plus tard, après avoir fait un petit tour dans les Caraïbes, on est revenu s'installer. Et on y a vécu 1 année entière et c'était extraordinaire. C'était une île avec des gens extraordinaires. C'était un moment assez béni. Il y avait très très peu d'étrangers qui s'installaient à Tobago, donc on avait vraiment notre petite bulle. Tout le monde dans l'île nous connaissait. C'était génial. Je regarde un souvenir extraordinaire. Et du coup, tu te verrais refaire ça avec tes enfants plus tard? Ouais, moi c'est un de mes grands projets de vie, un jour de pouvoir vivre de manière itinérante entre Paris et un bateau qui serait quelque part en Méditerranée et avoir ma famille sur un bateau, ouais. Parce que c'est vrai qu'avec le télétravail, il y a une généralisation aussi des digital nomades. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire, ça, travailler dans différents pays, changer tous les mois? J'ai rencontré un entrepreneur là, qui change tous les mois de pays. Ça n'a jamais été mon truc vraiment, le côté digital nomade au sens passer d'un coworking à l'autre. Mais non, être en bateau, c'est un peu être nomade, ouais. Donc ouais, bien sûr. Alors, je continue. À 15 ans, tu deviens une star de la chanson aux US avec le titre Baby. Alors, Baby, non. Non, ça c'est pas, ça c'est une erreur du stagiaire. Je pense qu'il a dû confondre. Mes talents musicaux sont très faibles, malheureusement. D'accord, donc... À mon grand regret, d'ailleurs. Ok. À 17 ans, tu crées ta première boîte, puis tu fais une crise d'adolescence et tu quittes l'île de Ré où tu vivais. Ouais, alors j'ai fait tout ça à peu près en même temps, mais effectivement, à 18 ans, enfin à 17 ans, j'ai monté ma première boîte avec 2 mecs plus âgés que j'ai rencontrés en ligne. On avait créé un des plus gros forums et communautés autour du jeu Counter-Strike en Europe, ça s'appelait esfrance.net. Il y a des centaines de milliers de gamers qui s'y connectaient. Ça m'a donné vraiment la vocation, l'envie de créer des communautés en ligne, et c'est un peu l'année où j'ai décidé de quitter le giron familial. À 18 ans, j'ai quitté La Rochelle, où j'avais passé mon bac et fait une année de fac, et je suis venu m'installer à Paris pour poursuivre mes études. Ouais. Et donc à cette période, tu es un très gros consommateur de jeux vidéo, notamment, comme tu nous le disais, de Counter-Strike, et tu as même fait de la compétition en e-sport. J'en ai fait brièvement, mais surtout je faisais partie des gens qui organisaient les compétitions en ligne et qui permettaient à tous les gamers de créer leur site web pour leur clan. On était plutôt dans le développement de services pour les gamers. Ouais. Et tu t'intéresses toujours à ce secteur qui est complètement booming en ce moment, le secteur du e-sport, où ça y est, maintenant tu as décroché Pas du tout. J'ai bossé 3 ans très sérieusement, je m'en suis un peu dégoûté. C'est un marché où c'était très dur de faire émerger des modèles économiques et j'ai jamais remis le nez dedans du tout. Mais je suis resté proche de pas mal de gens qui ont persévéré. Ouais. Donc à 25 ans, tu bosses pour Virtuose, une boîte qui est pionnière dans l'intelligence artificielle. Alors est-ce que ça c'est vrai? Ça c'est absolument vrai, ça a marqué ma carrière profondément d'ailleurs, ma rencontre avec les fondateurs de Virtuose. D'accord, et qu'est-ce qui est devenu la boîte? La boîte, écoute, c'est presque plus qu'une boîte, c'est une saga. Virtuose, ça a duré 10 ans. Ils ont été rachetés par Nuance, qui est un énorme éditeur de logiciels aux États-Unis. Ils ont recréé dans la foulée une boîte dans laquelle j'avais investi, Weed.ai, qui a été racheté par Facebook en 2015 pour être la technologie de machine learning derrière leur plateforme de chatbot. D'accord. Et ils ont remonté une boîte dans laquelle j'ai investi, qui s'appelle Nabla, qui est une plateforme de médecine personnalisée en ligne dont vous allez entendre énormément de parler
dans pas très longtemps. C'est vrai que d'un côté, tu as une belle carrière d'entrepreneur, mais en plus une carrière d'investisseur, enfin de business angel, puisque tu as investi dans pas mal de sociétés. Est-ce qu'il y a une société dont tu es très fier et dont tu pourrais nous parler? Quelle est un peu la success story dans laquelle tu as pu investir? Ouais, écoute, j'ai investi dans une bonne trentaine de boîtes depuis 2013 et j'ai fait quasiment la moitié de mes investissements sur les 18 derniers mois, donc j'ai beaucoup accéléré. Au total, j'ai dû réinjecter dans l'économie presque 1 million d'euros de mon argent perso, donc je suis très actif. D'accord. Et je le fais en prenant des gros risques, parce que je le fais avec mon argent à moi. Dans les belles boîtes que j'ai financées, il y en a une que tu connais peut-être, Bankin, agrégateur bancaire extrêmement connu. Il y en a une que j'adore, qui s'appelle Murphy, qui est une plateforme de réparation d'électroménager à domicile, dont on parle énormément, qui est vraiment une très jolie boîte. J'ai investi dans Colette Club, qui est une plateforme de cohabitation intergénérationnelle entre jeunes et seniors. J'ai investi dans, le problème c'est que quand il faut les citer toutes, je les oublie, Nabla, vraiment une très belle boîte Nabla, dont on va beaucoup entendre parler je pense. Et donc après cette expérience, donc, tu pars dans la vallée, hein, on dit comme ça, et après donc c'est la crise de 2008 des subprimes, et là tu es licencié, donc tu es viré en fait. Ouais, alors là un petit flashback par rapport à ce qu'on se disait juste avant, mais effectivement 2007-2008, je pars à San Francisco, je bosse pour une agence de marketing en ligne, s'appelle Creative Feed, qui ensuite me place dans un de ses gros clients, une boîte de hardware qui était à San Mateo, Sonimtech, et je passe 2 ans dans la Silicon Valley. C'est là où j'ai l'idée, en fait, en 2008, quand l'App Store sort, l'année après la création de l'iPhone, de lancer AppGratis, qui est effectivement devenu un des pionniers de l'App Discovery et de la promotion d'applications sur smartphone. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette époque d'App gratuite? Donc déjà, en quoi consiste AppGratis? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette aventure? Écoute, AppGratis, c'était vraiment une aventure de jeunes entrepreneurs plein d'illusions, d'énergie, qui essayaient de défricher un marché qui se créait. J'avais créé en 2009 d'abord une newsletter qui tous les jours mettait en avant une application. Et je contactais le développeur, je lui disais est-ce que tu veux pas baisser le prix de ton app ou la passer gratuite pour la journée. En retour, je vais te faire une grosse campagne de promotion d'une journée. Et ce modèle a explosé. Pour te donner un ordre d'idée, on a fait en 2010 300 000 euros de chiffre d'affaires, en 2011 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, en 2012 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et en 2013 on allait faire 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le modèle a explosé quand la newsletter est devenue une application. L'application est devenue extrêmement populaire dans l'App Store et on a fini par se faire déréférencer en 2013 parce qu'en fait on était devenu un App Store au sein de l'App Store. Et on était devenu trop gros, trop influent. Et Apple, probablement à raison, rétrospectivement quand j'y repense, nous a coupé l'herbe sous le pied. Donc AppGratis cartonne et en 2013, c'est le drame. En 2013, le gros drame, ouais. Ça a été un des grands moments traumatiques de ma vie. On ne peut plus télécharger. Et donc là, c'est un peu pour toi la descente aux enfers. Pour une boîte qui était si prometteuse, tu passes de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires à zéro en une journée. Donc là, il y a une petite traversée du désert. Plus qu'une petite. Bah, on peut en parler, ouais. Donc si tu veux parler de cette période. Mais après, tu lances Batch.com. C'est là que tu renoues avec le succès. Donc c'est quand même une histoire qui finit bien. Écoute, maintenant ça remonte à longtemps, puisque c'est 2013, ça fait presque 8 ans, donc c'est un gros cycle. Et au milieu, il y a effectivement une traversée du désert pas cool, pas sympa. Où pendant 1 an et demi, 2 ans, les gens... Parce qu'en fait, l'histoire d'AppGratis, elle a été extrêmement médiatisée. Il y a Fleur Pellerin qui était ministre, était venue faire un speech dans les bureaux. Donc plein de gens se rappellent de ce truc-là comme si c'était hier. Et en fait, cette espèce de halo un peu de destruction, moi, m'a marqué pendant assez longtemps où les gens pensaient que ça n'existait plus, que j'étais mort, que j'étais fini, etc. Donc et on est passé vraiment d'un stade un peu, tu vois, star des applis 2010, il n'y avait rien, il n'y avait pas les levées de fonds comme aujourd'hui. Donc j'étais très visible à un truc où pendant 1 an et demi, vraiment, même les gens les plus gentils comme toi ne répondaient pas à mes emails. Pour te dire à quel point... pas à l'époque, si tu aurais répondu, sinon je t'aurais répondu. Pour te dire à quel point j'ai été seul. Ah oui. Et c'est vraiment grâce à mon équipe, Antoine, mon associé, des gens comme Nicolas, Baptiste, Thierry, qui ont fait le switch d'AppGratis à Batch, qui m'ont aidé à monter une boîte, qu'on a remontée ensemble d'ailleurs. Et aujourd'hui, écoute, on est une 60aine, ça cartonne, mais ça a été très dur entre les deux.